Smart et responsable, première, c'est l'émission qui a pour ambition de réfléchir aux transitions, voire aux ruptures qui orientent aujourd'hui nos économies et nos modes de vie. Pour cette première émission Smart et responsable, il fallait un thème à la hauteur. Le thème du jour, ce sera finances durables et capitalisme responsable avec deux invités de choix. Léa Dunant-Châtelet qui est à mes côtés en plateau, directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Bonjour et bienvenue Léa. Bonjour Grégoire. Société de gestion DNCA, à peu près 25 milliards d'euros d'encours sous gestion avec un prisme ISR très fort. Toute la gamme est quasiment labellisée. Oui, on est en cours. En cours de labellisation ISR et vous pilotez le pôle impact, on va dire, de DNCA aujourd'hui, c'est ça ? Exactement, l'impact, on va en parler. Et Laurent Babiquian, à nos côtés également, le directeur de l'engagement au CDP Europe, le Carbon Disclosure Project. Bonjour et bienvenue Laurent. Bonjour Grégoire, CDP merci qui est une de nous recevoir. Association qui fournit des données extra-financières, des outils pour piloter les investissements, c'est ça Laurent ? Alors c'est une ONG qui fournit la data environnementale, pas ESG, on ne fait que le E de l'ESG et qui essaye maintenant de plus en plus de faire parler cette data qui est rapportée par les entreprises en faisant des produits un petit peu intelligents. Et d'ailleurs, dont DNCA va utiliser l'un de ces produits très rapidement. On va faire un bilan dans cette émission de la finance durable, ces 10 dernières années, et se projeter évidemment à 10 ans pour voir les objectifs qu'on peut se fixer et qu'on peut atteindre. Et on va justement commencer cette émission avec vos ambitions à tous les deux. L'émission de toutes les ambitions, l'émission de vos ambitions en l'occurrence. Vous allez avoir chacun 1 minute pour développer une ambition, un espoir, un rêve, une ambition quand même crédible à 10 ans pour vos métiers, pour vos domaines d'expertise. Léa, à 10 ans, comment est-ce que vous voyez la finance durable ? C'est intéressant, c'est la question que je pose aux dirigeants d'entreprise habituellement. Alors, recentrer en fait la finance, les marchés financiers au cœur de ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire financer l'économie réelle, les entreprises quelque part, et puis un espoir, un rêve. Je veux dire plutôt un espoir, c'est que finalement tous ces sujets dont on va parler, le développement durable, l'environnement, le climat, les ressources humaines, soient vraiment vus comme des actifs qui vont aider à la compétition, à la performance des entreprises et que les leaders de demain soient ceux qui ont justement vraiment eu des stratégies très en avance sur ces domaines et que finalement les marchés financiers leur donnent un prix à ces stratégies et finalement peut-être même une prime. Si on en arrive là, je pense que l'ambition est atteinte. Redorer le blason de la finance, d'une certaine manière, par rapport aux décennies passées, j'entends. Exactement, c'est ça, exactement. C'est-à-dire à sortir de la spéculation dont on souffre et pour revenir à notre métier, tout simplement, qui est cette économie réelle, ces entreprises qui ont besoin de financement pour investir, pour établir leur stratégie et là, de redevenir des vrais acteurs, en fait. Bon, retrouver le sens premier de la finance à travers des objectifs de soutenabilité et de durabilité. Laurent, c'est à vous. Une ambition, vous avez 1 minute pour développer une ambition pour le capitalisme demain. Alors, top chrono, j'en ai 3. Mettre l'eau, la forêt, et quand je parle de l'eau, je prends en compte aussi les océans et la biodiversité au même niveau que le changement climatique, au niveau de la gouvernance internationale. Parce que pour l'instant, les 10 dernières années, on a beaucoup parlé de climat, mais beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de forêt et beaucoup moins de biodiversité. Et on voit maintenant qu'il y a des liens biodiversité-Covid. Deuxièmement, qu'on arrive à se mettre d'accord au niveau international pour mettre un prix à toutes les externalités qui sont dues, qui sont nécessaires pour produire. Donc le prix du carbone, le prix de l'eau, le prix d'un arbre, et ça permettra de calculer les actifs financiers d'une manière beaucoup plus précise et d'aider à sortir de la spéculation, parce que c'est vraiment du n'importe quoi en ce moment. Et la troisième chose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, que tous les investisseurs, quand ils prêtent de l'argent, quand ils investissent en capital, qu'ils le fassent sur des actifs qui sont alignés avec les accords de Paris. Et il y a des outils qui permettent de savoir ça. Et quatrième point, c'est build forward better et non pas build back better. Bon, un peu de prospective effectivement avec vos ambitions pour entamer cette émission. On va poursuivre avec un état des lieux qui est quand même le passage obligé. On va regarder rapidement dans le rétroviseur pour voir ce qui s'est passé en matière de finances durables, en matière de responsabilisation du capitalisme. Quel bilan est-ce que vous dressez? Quel état des lieux? Et quelles limites peut-être est-ce qu'on trouve aujourd'hui à travers la finance durable et le capitalisme? Léa, je commence avec vous. Que retenez-vous du chemin parcouru en matière de finances durables? Ça fait peut-être maintenant 10 ans qu'on se connaît, Léa. Vous étiez... Plus même. Bon, je ne tiens pas le calendrier à jour. Mais
à l'époque, vous étiez la seule à venir nous parler d'ISR, d'ESG. On ne comprenait même pas ce que voulaient dire ces acronymes. Aujourd'hui, évidemment, c'est une vague qui se déploie sans limite dans le monde de la finance, au point qu'on évoque le phénomène de greenwashing. Quel bilan est-ce que vous faites, allez, on va dire, de ces 10 dernières années en matière de finances durables? Oui. Alors déjà, je vais reprendre ce qu'a dit Laurent. Très intéressant. On a beaucoup parlé d'environnement et de climat, en fait, surtout de ça. Mais c'est vrai que si on regarde la chronologie, il y a eu des prises de conscience, en fait, il y a déjà très longtemps. Ouais. Avec 2 grandes agences qu'il faut absolument retenir, qui ont plus de 30, même 40 ans, l'Agence internationale de l'énergie et puis ce groupement d'experts pour le climat, qui nous ont permis d'établir des scénarios climatiques. C'est les scénarios de référence qu'on utilise aujourd'hui. Je crois que ça, c'est absolument incontournable à avoir en tête. On le voit sur la frise. La création du GIEC, c'est 1988. Exactement. Donc c'est quand même c'était un certain Oui, temps. Hein. C'est plus de pas 10 ans en nouveau, arrière. hein. Même si on parle d'ISR d'ISR que depuis 20 ans, en fait, ça fait plus de 40 ans. Après, il y a eu évidemment cette convention cadre des Nations Unies qui a lancé les COP. C'est les COP dont on parle tout le temps, et la COP 21, la dernière, qui a été la plus emblématique, mais surtout qui a commencé avec le protocole de Kyoto, qui a été un peu la première pierre posée pour dire attention, nous avons un problème. Il y avait plus d'une trentaine de pays qui se sont mis autour de la table en disant le changement climatique est un sujet, il va falloir l'adresser. Ils ont signé des accords, une réduction des émissions de CO2 de l'ordre de 5% à l'époque. Bon, et on a bien vite vu que ce n'était pas suffisant. Et puis il y a eu évidemment les accords de Paris. Alors vous en avez parlé, je crois que c'est fondamental parce que c'est en train de lancer un mouvement qui va accompagner l'ensemble de l'économie, les entreprises en priorité, vers cette fameuse trajectoire 2 degrés. Il faut contenir le réchauffement climatique à un maximum de 2 degrés, je pense même moins, probablement que vous en parlerez. Et donc ça va donner un cadre institutionnel à tout le monde. Par contre, on a oublié quelque chose, c'est vrai, on a oublié tous les autres enjeux. Alors, environnementaux, la forêt, l'eau, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On s'est trop concentré sur la prise de conscience climatique, spécifiquement. Ça semblait en tout cas la plus évidente. Et puis la plus facile à mesurer. Il y avait cette notion de mesure qui est vraiment un fil conducteur à nos métiers. Et c'est vrai que le CO2, ça a été un peu le premier sujet facile à mesurer. Bon. Et puis on a oublié le social. Et là, on va pas dériver dessus aujourd'hui, mais il y a tellement d'enjeux en ce moment avec notre actualité qui montrent aussi que le social est un thème à aborder. Ça montre que la route à venir est encore longue. On aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Le fait que Joe Biden, l'administration américaine, réintègre aujourd'hui les accords de Paris, c'est un symbole, c'est plus qu'un symbole, c'est clé dans l'atteinte des objectifs. Bien sûr. Les accords de Paris, c'est plus de 180 pays. Donc déjà, on a fait un pas énorme par rapport au protocole de Kyoto. Et c'est vrai que les États-Unis, c'était la pierre angulaire. C'est quand même l'un des plus gros émetteurs. C'est un pays industriel, de production énorme. On ne pouvait pas passer à côté. Et bon, effectivement, Donald Trump a décidé que ce n'était pas majeur. Biden revient. D'ailleurs, sur les marchés financiers, on a bien vu cette prime dont je parlais dans mes ambitions, mes espoirs, la prime sur les valeurs renouvelables qui se sont envolées parce qu'il y a espoir, en effet, que les États-Unis prennent la mesure du problème. Ouais. Vous sembliez dire, Laurent, à travers vos ambitions, que le climat, c'est déjà fait. D'une certaine manière, vous mettez l'accent sur l'eau, les forêts, la biodiversité. Enfin, vous êtes le premier à dire qu'on est complètement en dehors des rails, des trajectoires climatiques. Oui, en dehors des clous, en dehors des rails, je ne sais pas comment vous le dites, mais... oui, non, mais absolument. Ça reste quand même le sujet du moment. Oui, ça reste le sujet du moment. Il faut y aller, il faut que ça devienne mainstream. Ce n'est pas encore mainstream. Et d'ailleurs, je suis ravi de voir que dans la frise graphique, du climat, la frise historique, en l'an 2000, création du CDP comme une étape majeure depuis 1974. Merci, c'est parce que gentil. les données sont clés pour nos métiers. Absolument. Heureusement. Bon, le climat, toujours au cœur des enjeux. On verra les enjeux à venir avec vous un peu plus tard. Léa, ce qui a beaucoup évolué, vous dites la mesure, c'est la clé, c'est justement, je trouve, la capacité à mesurer concrètement l'impact climatique, environnemental, si on se focalise sur cette thématique. Il y a 10 ans, c'était, j'imagine, très très compliqué. Aujourd'hui, vous êtes capable de publier pour chaque entreprise une mesure très précise de son impact carbone et de la décomposition, de la manière dont cet impact s'effectue à travers les activités d'une entreprise. Première condition, on est capable de le faire à condition que l'entreprise nous donne cette information. Et finalement, on en revient un peu au départ, c'est-à-dire qu'une entreprise qui n'est pas capable de donner cette information, après tout, il n'y a aucune raison d'investir si on considère que c'est stratégique. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs données maintenant qui sont importantes et qui sont régulées. Alors il y a les empreintes carbone. Combien on émet de CO2 dans le cadre de son activité? C'est ce qu'on appelle aussi l'intensité carbone. Il y a aussi cette fameuse part verte. Quels sont les produits et services qu'une entreprise propose dans son marché, panneaux d'isolation, pourquoi pas économie d'eau demain, qui vont
permettre justement de verdir l'économie. Voilà, d'une certaine manière. Donc ça, c'est la part verte et la taxonomie est en train de le réguler. Il y a également les émissions de CO2 évitées. C'est presque le plus difficile. C'est-à-dire, grâce à cette part verte, grâce à ces produits, on évite du CO2 parce qu'on est mieux disant que le standard du marché. Là, c'est déjà une donnée un peu plus compliquée. Vous êtes bien placé pour le savoir, donc on voit qu'on tâtonne. En tout cas, il faut mesurer. On a Iberdrola, justement, qui s'est affiché. C'est l'exemple qu'on affiche parce que, alors évidemment, ça fait, j'imagine, sans doute partie des meilleurs élèves, Iberdrola. Oui, très clairement investi dans les énergies renouvelables. Alors, très clairement, oui, dans un mix qui est déjà proche de celui des scénarios. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le graphique, c'est-à-dire que les scénarios disent qu'il faudra à peu près 70-75% d'énergie renouvelable à terme, et Iberdrola est proche des 65% aujourd'hui. Donc c'est effectivement un acteur qui est déjà plus ou moins en ligne. Par contre, Iberdrola, ce qui est très important pour nous, c'est que c'est un acteur qui a pris conscience de ça dans les années 2000. Ah oui. Et donc, en fait, il faut 20 ans pour changer tout ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire comme ça en claquant des doigts. Alors, on a décidé qu'on changeait de mix énergétique, on change de mix énergétique. Il y a plein de données, on les voit, elles sont affichées, donc on peut faire des mesures. Et là, on parle de l'Europe. Le monde, c'est un petit peu différent. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'une donnée qui est fiable, qui est auditée, qui vient des entreprises elles-mêmes. Et là, je crois que les 2-3 prochaines années vont amener justement à cette standardisation et cette certification des données. Et c'est une très bonne chose. Et ça permettra d'aller plus vite, parce que si chacun doit prendre 20 ans pour se mettre en ligne... Et de comparer ce qui est comparable, et pas des choux et des carottes, parce qu'en fait, chacun fait sa sauce de son côté. Et à la fin, on sort des chiffres, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Bon, sur ce bilan, effectivement, les avancées, des mesures d'impact, vous dites, vous, Laurent, par exemple, Ørsted, qui est un autre exemple d'entreprise très vertueuse en la matière, qui était un pur pétrolier, qui ne l'est plus du tout aujourd'hui, ça doit être le benchmark pour toutes les entreprises du secteur pétrole et gaz aujourd'hui. Absolument. Ørsted, ça a pris 15 à 20 ans pour Ørsted, qui était une entreprise, qui est toujours une entreprise publique à 51% danoise, qui était le leader de l'oil and gas donc dans les Nordiques. Et maintenant, c'est un leader dans les énergies renouvelables dans le monde. Voilà. Et quand on voit les cours boursiers d'Ørsted par rapport à BP, Total ou Shell, vous avez les cours des pétrolières qui s'effondrent et Ørsted qui explose. Est-ce que ça peut aller plus vite que 15-20 ans? Ces premières entreprises pionnières ont mis 15-20 ans. Est-ce que demain, on peut aller plus vite? Il va falloir aller plus vite. En tout cas, il va falloir commencer maintenant à faire la bascule. Alors, on voit des boîtes comme Total et Shell qui commencent à faire la bascule pour changer leur business model et leur mix de production. Mais effectivement, pour ces gens-là, Ørsted est un benchmark qu'il faudrait suivre, au même titre qu'Iberdrola est un benchmark qui doit être suivi par tous les utilities, les entreprises qui font des électricités. Votre sujet à vous, Laurent, c'est donc le capitalisme responsable. Vous dites la finance durable, c'est bien, mais la finance durable ne peut pas tout, ne peut pas pallier les faiblesses du système dans son ensemble. Quelles sont les évolutions du capitalisme libéral dans lequel on vit depuis des décennies qui vous marquent ces dernières années et quelles sont les limites peut-être qu'on approche aujourd'hui? Système qui a ses avantages, il faut quand même le reconnaître, mais qui a peut-être aussi ses limites, Laurent. Je commencerai d'abord par la première conclusion de McKinsey. La génération des millennials aujourd'hui, c'est la première génération qui va avoir un pouvoir d'achat inférieur à ses parents. Donc ça, c'est déjà dramatique en soi. Ça, c'est un échec du système, vous dites? Ah, c'est un échec du système. C'est un échec du système, donc il faut régler le système. Je pense que la propriété privée, c'est fondamental. Le capitalisme libéral ou ultralibéral doit être réglé. Il doit y avoir quelques aides pour pouvoir maintenir le système. Alors, sur les 10 dernières années, on a eu une crise en 2008. On aurait pu penser que les choses s'arrangent entre 2008 et aujourd'hui. En fait, pas du tout. C'est l'opposé. Entre 2007 et 2019, donc 2007 pré-2008, pré-crise 2008 et 2019 pré-crise du Covid, la masse monétaire dans le monde a cru de 260%. Alors que le PIB mondial a cru de 70%. Alors, on peut voir, il y a le graphique qui montre la capitalisation boursière mondiale, totale, effectivement, donc qui est la résultante en partie de ces injections monétaires. Voilà, il faut revenir à ce graphique. Et ça, de voir une capi boursière mondiale au plus haut, vous vous en réjouissez pas, Laurent? Non, moi je m'en réjouis pas. Dans un monde, qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années? On est maintenant dans un monde où nous avons des bourses qui sont à leur plus haut historique, pas toutes, mais en tout cas principalement en tant que leader les États-Unis, alors que le FMI prévoit moins 4% de PIB mondial cette année. Donc l'économie réelle, ça va pas bien du tout, ça va très très mal.
Mais la perspective future, les cash flows futurs, les profits futurs, le futur sera génial, ce sera absolument extraordinaire. On est sur des capitalisations boursières qui sont totalement folkloriques et surréalistes et qui sont notamment le fruit de cette surabondance de liquidités des banques centrales sur le marché, puisque nous voyons, on peut conclure maintenant que la création monétaire ne donne plus de PIB. La création monétaire va dans les actifs que sont les bourses, que sont le real estate, ou que sont probablement aussi la corruption, mais ça on n'a pas beaucoup de chiffres, mais je pense que les taux de corruption sont en train d'exploser. Et donc, on ne crée plus de PIB en faisant de la création monétaire. Et avant, la théorie monétaire classique disait que oui, par l'inflation, ça se régulait et tout ça. Maintenant, il n'y a plus d'inflation. Donc, il va falloir régler ce problème. On n'a plus les concepts. Alors, je suis peut-être en train de déborder sur la prochaine question, mais on n'a plus les indicateurs qui nous permettent de prendre des décisions en connaissance de cause aujourd'hui. On a l'impression quand même qu'avec la nouvelle décennie qui s'ouvre, on comprend que les politiques monétaires seules ne peuvent pas pallier justement ces faiblesses-là. Et on voit bien que le politique, le budgétaire est en train d'essayer de reprendre la main. Là aussi, l'actualité du moment, c'est l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. Il arrive avec un plan budgétaire qu'il markete d'une manière très claire. C'est Main Street maintenant versus Wall Street. Absolument. On redresse Main Street et Wall Street et plus notre préoccupation principale. Il a bien raison, et puis j'espère qu'il va aller au bout de ça, et puis que tout le monde, pas simplement aux États-Unis, on ira au bout de ça. Et une des limites, pour répondre à votre question, aussi une des limites du capitalisme libéral, outre ces valorisations fantasmagoriques, je souhaiterais quand même nommer Tesla, parce que Tesla, aujourd'hui, avec 1% du marché de la voiture, il produit 500 000 véhicules, le marché de la voiture, c'est entre 50 et 60 millions de véhicules produits. Tesla vaut aujourd'hui 800 milliards de dollars à la bourse, fait à peine du profit, il fait du profit parce qu'il vend des crédits carbone, ce qui est la somme des 10 plus gros producteurs de voitures derrière Tesla. Toyota, BMW, Volkswagen, mais quel Ferrari, coup de pied dans la fourmilière, quel coup de pied dans la fourmilière, Laurent? Le patron de Volkswagen aujourd'hui est aux abois parce que Tesla pèse 10 fois son groupe en bourse et qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Oui, ça c'est justement, c'est le jeu, c'est le casino. Il y a de l'argent à gogo. Il y a même aux États-Unis, les banquiers pourraient éventuellement aller à la Fed pour se faire acheter des portefeuilles d'actions. On n'avait jamais vu ça. Et donc, à un moment donné, il va falloir raison garder et revenir à la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est la vérité d'aujourd'hui et c'est pas les promesses du futur à qui vous faites dire n'importe quoi. Bon, vous allez nous donner des réponses concrètes sur comment est-ce qu'on fait. Ça va être la dernière partie de l'émission, mais un commentaire, une réaction peut-être au propos de Laurent, Léa. Oui, mais je suis tellement d'accord que je ne vais pas réagir plus que ça. Ce qui est certain, c'est qu'on voit bien cette décorrélation entre l'économie réelle et les marchés financiers. Ça, il n'y a aucun doute. En tant qu'investisseur ISR, vous dites pas, c'est génial que Tesla, peut-être en exagérant, c'est génial que le marché donne une telle valorisation à Tesla aujourd'hui par rapport à l'ancien monde, à des Volkswagen ou d'autres groupes qui sont pas en ligne justement, comme vous dites, Léa. J'oppose pas les deux. En revanche, il y a une discipline à avoir dans les valorisations qui est extrêmement importante. Et là, on voit bien que c'est absolument déraisonnable. Et d'ailleurs, vous parliez de rupture, mais les ruptures dans les stratégies sur des actifs réels aussi importants, la capacité de production des groupes qui ont été mentionnés dans l'automobile, pour rester sur ce secteur-là, ne serait-ce qu'en termes de valorisation, sont énormes. Tesla, c'est tout petit et c'est vrai que c'est absolument incompréhensible. Et je crois que nous, gérants, chez DNCA d'une manière générale, faire de l'analyse fondamentale de la valorisation d'entreprise, de la gestion de portefeuille, avec de l'ISR et les enjeux du développement durable également pris en compte, ça ne fait pas abstraction de la partie financière. Et je pense que si on n'a pas cette vision-là, on va vers de graves erreurs. Bon, on va en venir à la dernière partie de l'émission. Comment être plus intelligent et plus responsable en matière financière et dans le domaine du système capitaliste dans son ensemble. On va en parler tout de suite avec Léa et Laurent qui sont avec nous pour cette première de Smart et Responsable. Laurent, je commence avec vous parce que quand même, le chantier est très vaste. Vous voulez réformer le système capitaliste libéral ou en tout cas l'optimiser. Oui, on peut dire ça comme ça, Laurent. Il va falloir faire plus que l'optimiser. Oui, mais alors une fois qu'on a dit ça, il faut être concret. Qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est réalisable et par quoi on commence? On y va. Première étape, avoir les bons indicateurs macroéconomiques
en place. Exemple, le PIB, ça n'a plus de valeur ? Le PIB veut plus rien dire. Le PIB veut plus rien dire. On prend en compte la croissance des biens et services dans l'économie, mais on ne prend pas en compte le coût de la nature dont on a eu besoin pour produire ce PIB. Après, les problèmes sociaux, de santé mentale et autres, on en parle depuis longtemps, mais il va falloir à un moment donné qu'on prenne des décisions, de dire, OK, on change la manière de calculer le PIB. Il y a Stiglitz qui proposait, à la place du PIB, de mettre les émissions carbone d'un pays comme référent maintenant international. Pourquoi pas ? Mais il va falloir être novateur et avoir le courage de changer. L'inflation, à mon sens, ne veut plus rien dire. L'inflation en Europe ne prend pas en compte le coût des loyers, alors que ça fait partie du panier de la ménagère. Quand vous n'avez pas la chance d'être propriétaire et que vous payez un loyer, vous commencez le mois en sachant que vous allez payer 1 000 € ou 1 500 € de loyer. Ça n'est pas pris en compte dans l'inflation en Europe. C'est pris en compte en partie aux États-Unis dans l'inflation à un certain pourcentage. Et donc, ça veut dire que si vous n'avez pas les bons instruments, vous avez du mal à prendre les bonnes décisions. Ouais. Et notamment, ça me fait rebondir sur le deuxième point, la création monétaire. La target de la Banque Centrale Européenne en termes d'inflation, c'est 2%. On est en train de dire aujourd'hui qu'il n'y a plus d'inflation. On dit que l'inflation européenne est à 0,5%. Bon. Déjà, donc c'est parce qu'on est en dessous, donc on se permet donc après de créer de manière considérée et comme on dit, de créer de la monnaie out of thin air sans contrepartie. Et puis ça va se retrouver dans les mauvais endroits, pas dans le PIB, mais dans les bourses ou dans le real estate. En revanche, si on disait que finalement dans l'inflation, ça ferait du sens de prendre en compte le coût des loyers, on serait a priori, des études ont été faites entre 3 et 4% au niveau européen. Donc au-dessus de la target. Donc si on est au-dessus de la target, on devrait réduire la masse monétaire et donc faire revenir le risque en valeur centrale pour pouvoir prendre des décisions d'investissement, et on n'aurait probablement pas ces valorisations totalement astronomiques et affolantes sur le marché. Ensuite, il faut lutter de manière efficace au niveau international et arrêter d'en parler, mais lutter et harmoniser les taxes, lutter contre l'évasion fiscale, et puis y aller, arrêter de le faire, parce qu'on estime entre 7 et 8% du PIB mondial l'évasion fiscale. C'est en train de se faire au-delà des discours des dernières années, non ? Non, c'est pas en train de se faire. Il faut que ce soit réglé au G7 ou au G20, c'est pas en train de se faire. Il faut prendre, bien entendu, on en parlait tout à l'heure, le coût des externalités. C'est quoi le prix du carbone ? C'est quoi le prix de l'eau ? C'est quoi le prix d'un arbre ? Et si je prends ça en compte dans mon calcul, pour calculer le coût d'une action, le discounted cash flow model, je vais avoir un gros impact sur le numérateur et ça va baisser drastiquement. Si on prend en compte vraiment le coût de la nature qui a été nécessaire pour produire et pour se déplacer et autres, je vais avoir des valorisations qui vont revenir vers quelque chose qui correspond à la vérité de l'économie. On vit dans le vrai, on ne vit pas dans le futur, on vit dans le vrai c'est aujourd'hui. Ensuite, je pense qu'il faut aussi maintenant accélérer la comptabilité triple capital. Donc, on prend en compte le capital humain, on prend en compte le capital naturel et le capital financier. Aujourd'hui, dans la comptabilité, on ne traite que le financier. On sait, il y a des expériences qui sont faites, et on sait qu'on peut traiter, qu'on va devoir traiter le naturel et l'humain. C'est à mettre en équivalence. Ah oui, c'est fini. Le financier, la data financière a fait son temps. Maintenant, la data ESG va avoir, je pense, dans les 10 prochaines années, beaucoup plus d'importance que la data financière pour calculer la valorisation et l'impact dont on parle beaucoup. Un dernier axe d'amélioration. Dernier axe d'amélioration, je pense qu'il faut Keynes, c'était pas mal. C'est plus enseigné dans les écoles. Non, mais je crois qu'il a quand même pas mal de descendants, Keynes. Il va falloir faire de la dépense publique, parce que la dépense publique va dans le PIB, contrairement à la création monétaire. Donc une partie à peine minime va dans le PIB. La dépense publique, on sait que ça va dans le PIB. Il faut faire du keynésianisme intelligent au niveau public. Ça veut dire de la dette publique, ça veut dire du déficit public. Et la grande question liée à ça, est-ce qu'on doit annuler la dette publique qui est liée au Covid ? Ce serait possible techniquement de le faire au niveau de la Banque centrale. Au niveau des accords Maastricht, on ne peut pas le faire politiquement, mais ce serait possible de le faire. Mais effectivement, revenir à de la dépense publique à la façon du bon vieux Keynes, ce serait absolument crucial pour l'économie. Moi, je retiens quand même votre point de départ. Toujours cette question de la mesure. Léa, si on prend le thème de la finance durable, quels sont pour vous les objectifs les plus importants à se fixer pour optimiser justement l'impact de la finance, redonner ce sens à la finance que vous appeliez de vos voeux en début d'émission. On revient à la question de la mesure en permanence. Absolument. Et alors là, j'aime bien le programme politique est très clair. J'aime beaucoup. 2022. Oui, exactement. Non, mais j'aime bien aussi cette notion de courroie de transmission, le keynésianisme, c'est ça. Vous disiez le PIB et les afflux monétaires, ça n'a plus de lien quasiment, parce que la courroie de transmission n'existe pas. La courroie de transmission, c'est nous. Alors,
comment on va mesurer ? Moi, je crois que cette crise sociale, sanitaire que l'on a vécue nous a permis de voir une chose, c'est qu'il y avait un problème de répartition de la valeur ajoutée. Et donc, c'est vrai que ces budgets, alors que l'on parle de politique budgétaire, que l'on parle de politique monétaire, à un moment, il y a de l'argent qui arrive, on le voit sur les capitalisations boursières. Où va-t-il ? Et donc, il faut absolument observer la valeur ajoutée de l'entreprise. Elle doit créer de la valeur, cette entreprise, et à qui elle va la redistribuer. Et ce n'est pas que les actionnaires. Ils font partie, évidemment, de cette peinture, si je puis dire. Mais il y a aussi les salariés. Très bien. Alors, comment paye-t-on les salariés ? À quel point leur pouvoir d'achat derrière va être augmenté ou pas ? À quel point ils seront satisfaits ? Il va y avoir, bien évidemment, les taxes. Alors ça, j'aime beaucoup cette idée, cette transparence sur les taxes. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Et les financiers adorent les taxes maintenant. Bah oui, parce qu'on voit bien que c'est le sujet de demain. Enfin, de demain à vraiment très court terme. C'est-à-dire que là, il y a une question, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer d'opérer, de bénéficier de services publics sans en payer le coût. Et donc, les entreprises vont faire partie de cela. Il y a les fournisseurs aussi, toute cette chaîne de valeur auquel l'entreprise s'adresse en permanence et qu'elle paye. Donc, il va falloir une transparence sur la manière dont la valeur ajoutée est répartie. Et ça, vous serez capable, là on voit derrière vous, Léa, alors les reportings d'impact que vous publiez, je crois que c'est en l'occurrence pour le fonds climat que vous gérez chez DNCA, mais donc on voit empreinte carbone, intensité carbone, tout ça, on sait très bien le mesurer, on a parlé de l'impact environnemental, mais demain on peut imaginer des indicateurs identiques pour les problématiques sociales, de gouvernance, combien d'emplois créés ou combien de licenciements j'ai pu éviter. Exactement. Et c'est ça, alors c'est vrai que c'est l'étape d'après. Il n'y a pas un mot de la finance là, il n'y a pas un reporting financier dans tout ça. Et d'ailleurs, j'allais venir sur un point qui me semble très important. Si moi je devais avoir un souhait ou un rêve, c'est qu'on revienne au monde d'avant dans la communication financière des entreprises, c'est-à-dire arrêtons les publications trimestrielles. Arrêtons les publications trimestrielles. C'est une temporalité qui est totalement anachronique avec l'impact qu'on recherche. L'impact, mais surtout la vie de l'entreprise. Une entreprise n'investit pas sur les 3 prochains mois, en réalité. Et donc, ce que vous voyez sur ce reporting d'impact... Et on ne peut pas tous les 3 mois faire des reportings d'impact, quand même, pour les clients, pour les investisseurs qui ont envie de savoir, de suivre un narratif, peut-être Ça n'aurait aucun... On peut le faire parce que la donnée est là et qu'on peut ajuster nos portefeuilles, mais en réalité, un objectif de réduction carbone, un objectif même financier de croissance de chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui se pilote à long terme. Et donc, on ne peut pas communiquer dessus tous les 3 mois. Et finalement, les marchés ne vivent que de ça aujourd'hui. Bon, donc à bas les publications trimestrielles en bourse. Pour conclure, Laurent. Alors, mais juste pour rebondir là-dessus, ça veut dire que ça veut dire qu'il faut augmenter la duration des investissements. Il faut arrêter d'investir sur un jour, je revends le lendemain, je rachète, je revends. Il faut augmenter la durée dans le long terme et payer les bonus en conséquence et avoir effectivement une temporalité annuelle pour voir ce qui se passe et rester longtemps dans l'investissement. Et laisser le temps aux entreprises. Regardez comment s'est terminée l'année sur les publications de résultats. C'est très intéressant de voir qu'on a affolé les marchés en février, puis finalement, tranquillement, si on avait regardé juste 1er janvier 2020, 31 décembre 2020, on n'aurait pas vu tous ces soubresauts. On aurait juste vu une tendance. Les cotations de marché, alors. Non, mais revenons au monde. Mais je caricature un peu, mais quelque part, il y a un peu de ça. Merci à vous deux. Merci d'avoir partagé votre analyse, vos réflexions autour de ce thème de la finance durable et du capitalisme responsable. Le premier thème d'une longue série, l'émission Smart et Responsable. C'est un rendez-vous mensuel à retrouver sur Bismart et sur les réseaux sociaux, évidemment. Léa Dunant-Châtelet était notre première invitée, directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Et Laurent Babiquian, l'autre premier invité de cette première, directeur de l'engagement au CDP Europe.